ministre Phạm Minh Chính souligne la nécessité de stimuler les investissements publics, en particulier dans les projets de transport clés. Suite au typhon Yagi, de nombreux foyers dans le district de Mỹ Đức à Hanoï s'adaptent à cohabiter avec les inondations sans électricité ni d'eau propre. La fête de la mi-automne est célébrée dans l'esprit du partage et de l'affection. Adultes et enfants, tous pensent aux enfants vivant dans des zones inondées. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général et président Tô Lâm a reçu aujourd'hui à Hanoï les ambassadeurs nouvellement accrédités de 17 pays venus lui présenter leurs lettres de créance. Il s'agit des ambassadeurs de Chine, du Sri Lanka, d'Autriche, du Costa Rica, de Malte, du Soudan, de Zambie, de Maurice, d'Ouganda et du Ghana, d'Éthiopie, du Guinée-Bissau, du Rwanda, du Gambie, de Sierra Leone, du Botswana et du Bhoutan. Le président Tô Lâm a chaleureusement accueilli les ambassadeurs qui ont été nommés pour assumer leurs fonctions au Vietnam. Il a souligné qu'après près de 40 ans de renouveau, le Vietnam se trouvait à un nouveau tournant historique entrant dans une nouvelle ère, l'ère de l'espoir du Vietnam. Le chef de l'État a espéré que les diplomates rempliraient bien leur mission, contribuant à l'amitié et à la coopération entre le Vietnam et leur pays. À la suite du typhon Yagi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné la nécessité urgente de stimuler les investissements publics, en particulier dans les projets de transport importants. S'exprimant aujourd'hui lors de la 14e réunion du comité d'État chargé des ouvrages d'importance nationale du secteur des transports à Hanoï, le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales de se coordonner avec les investisseurs pour accélérer le rythme du déblaiement des sites, en particulier pour les projets routiers dont l'achèvement est prévu en 2025. Actuellement, 40 projets nationaux de transport clés sont en cours dans tout le pays, comprenant 92 composantes couvrant le transport routier, ferroviaire et aérien dans 48 villes et provinces au niveau central. Le district de Mỹ Đức en banlieue de Hanoï est l'une des localités les plus gravement inondées à la suite du passage du typhon Yagi. Des milliers de personnes ont été évacuées vers des endroits sûrs, mais plus de 1500 personnes ont voulu rester chez elles dans des maisons submergées par 1 ou 2 mètres d'eau. Sans électricité ni d'eau propre, les habitants s'efforcent de s'adapter. État des lieux dans le village de Phú Hiền, commune de Hợp Thành, district de Mỹ Đức. Avec une lampe de poche, Madame Sang s'efforce de cuisiner depuis 3 jours maintenant. Elle a dû stocker de l'eau propre dès que les autorités locales ont annoncé l'arrivée rapide des eaux de crue, risquant de submerger tout le village. C'est très triste. Le rez-de-chaussée a été complètement inondé. Les déchets flottent partout, l'électricité est coupée. Heureusement, nous avons une cuisinière à gaz en réserve avec laquelle nous cuisons du riz. Je ne sais pas quand cette inondation sera terminée. Quant à M. Hợp, il ne peut pas dormir. L'épicerie de sa famille étant toujours menacée par les eaux. Bien qu'il ait élevé les étagères à plus d'1 mètre de hauteur, il les vérifie toutes les heures. Les eaux ont inondé le rez-de-chaussée de notre maison. Nous avons fait de notre mieux pour élever les étagères et protéger les marchandises. Mais je suis toujours très inquiet. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau propre. Le besoin quotidien est très difficile. Dans cette petite ruelle du village de Phú Hiền, toutes les maisons ont les pieds dans l'eau. Le jour, les enfants prennent des bacs pour aller à l'école. Le soir, malgré les coupures d'électricité, Nhung est déterminée à terminer tous ses devoirs. Cela fait 3 jours que nous cohabitons avec les eaux. Notre famille a tout déménagé au premier étage.
Bien qu'il y ait une lampe changée, je dois essayer d'étudier. Les autorités locales ont persuadé les ménages vivant dans les endroits profondément inondés d'être évacués temporairement dans la maison culturelle d'un village voisin. Cependant, aucune personne n'a voulu déménager. En attendant la baisse des eaux, les habitants utilisent des bacs comme moyen de transport. Parfois, un radeau assemblé à partir des tiges de bananes suffit pour se déplacer. La tempête numéro 3 a causé de lourds dégâts dans la zone de production de légumes de Hanoï. Après le retrait des eaux, l'application des progrès techniques à la nouvelle culture maraîchère est une priorité afin de fournir rapidement les légumes sur le marché. Tout de suite, reportage dans la commune de Tràng Việt, Mê Linh, la plus grande zone de production de légumes sûrs de Hanoï. Les champs restent inondés malgré le soleil. Les déchets sont éparpillés partout. C'est ce qui reste après le retrait des eaux dans la zone de culture de légumes de Dong Cao. Après avoir inspecté et nettoyé le champ de légumes, la famille de Madame Bing a perdu environ 50 millions de dong. Il s'agit de l'inondation la plus terrible des 20 dernières années. La tempête numéro 3 nous a fait presque tout perdre. Nous nettoyons les champs ensemble et attendons que le soleil se lève pour nous préparer à planter immédiatement une nouvelle culture de légumes. Grâce à de bonnes informations sur la montée rapide du niveau de l'eau du fleuve Rouge, la coopérative de légumes sûrs de Dong Cao a acheté des légumes aux particuliers, contribuant ainsi à minimiser les dégâts. Juste après la récolte, en une nuit, plus de 300 hectares de légumes de la coopérative ont été submergés. Malgré les pertes, l'eau apporte des avantages aux maraîchers. En trempant dans l'eau, les légumes réduiront des micro-organismes nocifs pour les parasites des plantes potagères. Nous dépensons généralement environ 1 à 2 millions pour acheter des médicaments et des engrais pour prendre soin des plantes et éviter les parasites. Après 3 jours de fortes inondations, les eaux du fleuve Rouge se sont retirées et la zone de culture maraîchère de Dong Cao se rétablit progressivement. Si le temps est favorable et que les gens peuvent cultiver la terre, il est possible que dans les prochains jours nous puissions restaurer environ 15 à 20 hectares. Les superficies restantes devront également dépendre des conditions météorologiques et du retrait des eaux de la rivière Rouge. Les gens ont activement remué le sol pour le sécher rapidement avant de semer. Après 20 ans de culture de légumes, c'est la deuxième fois que le village de Dong Cao est confronté à des inondations aussi graves. Avec la participation des autorités et de la population locale, la plus grande zone de production de légumes de la capitale est prête à reprendre sa production afin de rétablir sa capacité à fournir de 200 à 300 tonnes de légumes par jour. Dans de nombreuses localités touchées par le typhon Yagi, des groupes, des organisations et des syndicats s'unissent pour aider les agriculteurs à consommer et à sauver les produits agricoles. La province de Hải Dương applique de nombreuses mesures pour minimiser les dégâts sur plus de 500 hectares de zones aquacoles. État des lieux. Des centaines de tonnes de poissons ont été ramenées à terre par des bateaux pontons. Tout le monde a travaillé ensemble pour sortir les poissons de la zone des cages et les transférer dans des camions jusqu'au lieu de consommation. Nous avons mobilisé de grands et petits bateaux ou des canoës pour sauver les poissons des habitants. Plus de 70 cages de poissons ont été inondées, causant plus de 10 milliards de dong de dégâts à la coopérative de Madame Thao. Ce troupeau de carpes est destiné à la consommation. Heureusement, nous sommes encouragés à consommer du poisson. En raison des catastrophes naturelles, nous devons redoubler d'efforts. Dans toute la province de Hải Dương, les points de consommation de poissons en cage reçoivent beaucoup de soutien de la part de la population. Les bénéfices de la vente du poisson seront réservés aux pisciculteurs immédiatement après la vente.
Nous encourageons les gens et les entreprises à acheter du poisson pour soutenir les pisciculteurs. S'ils ne sont pas achetés rapidement, les poissons mourront. Nous appelons les commerçants des provinces voisines à soutenir la consommation de produits de la mer avec des prix d'achat et de vente favorables. Après les inondations, les dégâts agricoles sont inévitables. Les efforts conjoints et la détermination visant à sauver les produits agricoles permettront aux agriculteurs de rétablir rapidement la production. Près de 300 tonnes de marchandises de secours sont parties lundi de la gare de Bingzeng au sud à la destination des provinces de Lào Cai, Phú Thọ et Yên Bái, gravement touchées par les crues et inondations. Le train transportant ces aides humanitaires devrait arriver dans 3 jours à la gare de Lào Cai. 300 tonnes de marchandises, dont du riz, des couvertures, du lait et des boissons nutritionnelles, sont destinées aux populations sinistrées. Les marchandises sont soigneusement emballées pour éviter tout dommage pendant le transport. Pendant ce temps, les cœurs continuent de se tourner vers les compatriotes victimes de la catastrophe. Le comité central du Front de la patrie du Vietnam a reçu hier des dons d'une valeur de 108 milliards de dong apportés par les entreprises, collectivités et individus. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La Banque mondiale fait preuve de son engagement ferme à coopérer et à soutenir le gouvernement du Vietnam dans le développement agricole durable. D'ici 2030, le Vietnam devrait avoir 1 million d'hectares de riz spécialisés dans le but de réduire les émissions de carbone de 10 millions de tonnes chaque année. Afin de soutenir le Vietnam, la Banque mondiale a proposé un mécanisme pour payer la réduction des émissions de carbone en fonction des résultats de ce projet, avec un prix unitaire de $10 par crédit carbone. Actuellement, le département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a reçu de la Banque mondiale un montant de 51,5 millions de dollars pour payer l'achat de crédits carbone forestiers au Vietnam. Le retour abondant des commandes à l'exportation motive fortement le redressement des entreprises de textile et de l'habillement. Cependant, de nombreuses difficultés persistent, notamment les coûts élevés de logistique et de transport maritime et la hausse des prix de matières premières. Les entreprises, bien qu'elles fassent le plein de commandes, sont encore inquiètes. Elles doivent s'efforcer de trouver des solutions pour stabiliser leur production. Cette entreprise exporte principalement de l'UE, le Japon et les États-Unis. Elle a reçu suffisamment de commandes jusqu'en février 2025. Cependant, les coûts d'expédition vers le marché européen ont augmenté de 80%, voire de 100% par rapport à l'année dernière. L'entreprise a dû signer un contrat annuel avec l'unité de transport, ce qui permet d'économiser 5 à 10% des coûts d'expédition de marchandises. Cette collaboration profite autant à l'entreprise exportatrice qu'à l'unité de transport. Pour signer de tels contrats, il nous faut avoir des approvisionnements et une production stable afin de garantir le nombre d'envois et la quantité de produits exportés chaque semaine. Sinon, nous aurons une amende. Une autre difficulté est que le prix des tissus a également augmenté d'environ 6%. Or, la plupart des commandes reçues sont d'un volume modeste. Par conséquent, les entreprises disposant de chaînes fermées et d'approvisionnement stable de matières premières ont plus d'avantages pour convaincre leurs partenaires de conclure des commandes de grande valeur.
Notre production ne dépend pas des importations de matières premières. C'est un élément très important pour l'industrie textile. Cela détermine si nous pouvons recevoir une commande ou non. Il faut renforcer les liens entre les entreprises de l'industrie, créer une chaîne d'approvisionnement fermée, depuis la filature, le tissage et la teinture jusqu'à la production, afin de profiter des avantages apportés par les accords de libre-échange et réduire la dépendance aux importations de matières premières. Au cours des derniers mois de l'année, les entreprises textiles et de l'habillement continueront à subir une forte pression en raison de la hausse des coûts de production. Par conséquent, cette industrie a besoin de davantage de soutien financier en termes de prêts bancaires, de taux d'intérêt et de taux de change, afin d'améliorer sa compétitivité sur le marché international. Aujourd'hui a lieu la fête de la mi-automne, l'une des fêtes traditionnelles que les enfants vietnamiens attendent avec impatience. Cette année, au lieu de célébrer la fête de la mi-automne de manière animée, de nombreuses écoles à travers le pays ont décidé d'organiser des activités de collecte de fonds pour soutenir les gens des zones touchées par les tempêtes et les inondations. Tout de suite en images. À Da Nang, au lieu de l'atmosphère festive et de la danse de la licorne animée, cette année, la fête de la mi-automne de cette école a commencé avec des images du typhon Yagi dans les provinces du Nord. Les élèves ont célébré cette fête avec un programme de dons pour soutenir les gens vivant dans les zones inondées. J'ai choisi de vendre des lanternes. J'espère que l'argent que nous collectons aidera nos amis des zones inondées à surmonter cette période difficile. À Hanoi, les élèves n'ont pas apporté de jouets ni de lanternes pour célébrer la fête de la mi-automne. Ils sont arrivés tôt à l'école avec des livres, des fournitures et des médicaments pour aider les personnes touchées par les inondations. Je suis un peu déçue car je ne peux pas célébrer la fête de la mi-automne de manière traditionnelle. Mais ce n'est rien comparé à la tristesse des habitants des zones montagneuses qui ont perdu leur maison et sont confrontés à de graves difficultés. Les élèves ont adressé de nombreux vœux aux habitants des zones inondées. Après chaque récréation, la boîte aux dons se remplissait un peu plus. J'ai économisé mon argent de poche pendant une semaine pour le donner aux sinistrés. Je veux transmettre mon amour et mon soutien aux personnes touchées par le typhon Yagi dans le Nord. Les enseignants souhaitent que la fête de la mi-automne soit mémorable pour les élèves, tout en promouvant les valeurs d'empathie et de solidarité. Cette fête est l'occasion de développer le caractère, l'éthique et la gratitude chez les élèves dès leur plus jeune âge. Ces qualités aident mes élèves à contribuer de manière significative à notre pays à l'avenir et sont cruciales pour le développement social. Lors de cette fête de la mi-automne, les enfants se sont tournés vers leurs amis dans les provinces et les villes inondées, avec l'espoir que la paix et le bonheur reviendraient bientôt sur ces terres difficiles. La cérémonie d'ouverture de la fête Nghinh Ông Cần Giờ 2024 a eu lieu lundi soir dans le district de Cần Giờ à Ho Chi Minh Ville. Il s'agit de la fête traditionnelle annuelle des pêcheurs de Cần Giờ. L'objectif est de faire valoir les coutumes locales ainsi que perpétuer les valeurs traditionnelles historiques et culturelles de ce district, ce qui permet aussi de promouvoir son tourisme. L'édition de cette année, qui dure 3 jours, comprend diverses activités culturelles, dont des spectacles artistiques, des activités sportives, des jeux folkloriques, des activités de divertissement. La beauté époustouflante de Da Nang est depuis longtemps une muse pour les photographes locaux et internationaux. Son littoral merveilleux, ses rues animées et sa riche mosaïque culturelle offrent une inspiration sans fin pour ceux souhaitant capturer des moments inoubliables.
Le charme unique de cette ville attire non seulement les photographes chevronnés qui cherchent à immortaliser son essence, mais suscite également une passion pour la photographie chez de nombreux visiteurs. Certains considèrent la photographie comme un intérêt occasionnel, d'autres espèrent capturer et partager l'âme de cette ville captivante avec le reste du monde. Rencontrons dans ce chapitre Benjamin Quick, un Américain dont le parcours dans la photographie s'est épanoui à Da Nang. Contrairement à d'autres touristes qui viennent au Vietnam par hasard, l'histoire de Ben avec le Vietnam est bien plus spéciale que cela. Je suis venu au Vietnam pour la première fois en 2008. Mon père était un GI. Lorsqu'il était ici, il a été exposé à l'agent orange, comme beaucoup de Vietnamiens. En raison de cela, quand je suis né, j'avais un problème à la main. Je suis donc venu ici pour faire des recherches sur l'histoire de mon père. Mais lors de mon séjour ici, je suis aussi tombé amoureux du Vietnam. Je pense que c'est une histoire très courante. C'est pourquoi tant de vétérans reviennent au Vietnam et s'installent ici. Ben a commencé à s'intéresser à la photographie de manière inattendue. Bien qu'il ait toujours aimé prendre des clichés, ce n'est qu'après son arrivée au Vietnam qu'il a commencé à prendre la photographie au sérieux. Pendant la pandémie de Covid-19, avec seulement un appareil photo d'occasion, Ben a découvert une nouvelle passion qui est devenue plus qu'un simple passe-temps. La photographie de rue est devenue pour lui un moyen de se connecter profondément avec son environnement et les personnes qu'il a rencontrées. Pour Ben, la photographie est une forme de méditation, une façon d'être pleinement présent et engagé dans l'instant. Il est particulièrement attiré par la photographie de rue, se concentrant sur les pêcheurs, agriculteurs et travailleurs ordinaires dont il se sent obligé de documenter la vie et de la partager avec les autres. Quand vous prenez des photos, vous vous concentrez uniquement sur ce qui se passe autour de vous. Vous ne pensez à rien, à aucun problème de votre vie. Et tous vos sens sont plus aiguisés et ouverts. Après avoir commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est devenu une partie énorme de ma vie. En sortant, je rencontre beaucoup de gens. Je me sens plus vivant quand j'ai un appareil photo à la main. Et j'ai découvert que les Vietnamiens sont très amicaux et ouverts. Je viens des États-Unis, où les gens ne parlent à personne qu'ils ne connaissent pas. Ici, je me sens à l'aise dans les rues, où les gens se disent bonjour sympathiquement. Le travail de Ben lui a non seulement procuré une satisfaction personnelle, mais lui a également valu de la reconnaissance. En 2023, l'une de ses photos a été honorée comme l'une des 100 meilleures photos de rue au monde par 35 Awards, un prestigieux prix international de photographie. Ses œuvres trouvent un large écho, reconnaissant sur les réseaux sociaux, où elles sont accueillies avec admiration pour leur capacité à transmettre la beauté brute et les histoires vibrantes de la vie quotidienne au Vietnam. La photographie de Ben ne capture pas seulement des moments, mais relie également les cœurs, reliant les cultures à travers le langage universel de l'imagerie. J'ai grandi dans un endroit où les gens ne sont pas riches. Ils n'ont pas les moyens de venir au Vietnam. Ils n'ont pas la chance de découvrir le Vietnam aujourd'hui comme moi. J'ai l'impression que mes photos montrent un peu le Vietnam à des gens qui n'ont pas les moyens de voyager à travers le monde. Les gens ont aimé mes photos et ont compris pourquoi j'aimais cet endroit.
Ben a fait la promotion de la culture riche et dynamique du Vietnam à travers ses photos. Armé de son appareil photo, il s'aventure fréquemment dans les rues animées, les villages tranquilles et les paysages sereins, capturant des moments spontanés qui révèlent l'essence de la vie vietnamienne. Les photos de Ben offrent une fenêtre sur l'âme du Vietnam. Son travail va au-delà de la simple documentation, c'est une célébration sincère d'un pays qu'il a appris à aimer profondément. Et à travers son objectif, Ben invite les autres à découvrir et à apprécier le Vietnam qu'il connaît si bien. Da Nang est ma maison maintenant. C'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Où au moins une fois par jour, je souris ou ris aux éclats, c'est ici ma maison. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.